Jérôme Barré m'a rejointe, PDG de la division d'Orange dédiée à la vente en gros et aux réseaux internationaux. Bonjour. Bonjour Delphine. Alors, pour expliquer un peu votre activité, vous fournissez de la connectivité des services, notamment sur la data, la voix et le messaging aux opérateurs télécoms. Donc c'est ça ce qu'on appelle la vente en gros, aux acteurs d'Internet bien sûr, aux fournisseurs de contenu dans le monde. Vous avez aussi toute une partie de gestion, de pose, de maintenance des câbles sous-marins et c'est ce sujet que nous allons aborder ensemble. Alors pas tout seul puisque nous avons également avec nous en visio Félix Blanc qui est docteur en sciences politiques. Bonjour, vous êtes responsable du bureau politique publique et infrastructure globale de l'ONG Internet sans frontières et cofondateur de la plateforme Danaïd qui développe des outils numériques pour les défenseurs des droits humains qui évoluent dans des milieux hostiles. Et vous avez mené un projet de recherche sur la gouvernance des câbles sous-marins de l'Internet et c'est aussi de ça dont nous allons parler ensemble. Jérôme Barré, bonjour. Je voulais déjà qu'on commence par dresser le tableau. Je disais que 90% du trafic de l'Internet mondial passe par ces câbles sous-marins. Trafic français aussi important. Oui, alors oui, 90% de l'Internet mondial passe par les câbles sous-marins. Pour la France, je dirais que pour les seuls câbles transatlantiques, c'est 80%. Donc 80% de notre trafic Internet passe sous les océans et en particulier par des câbles transatlantiques. Oui, alors ça veut dire qu'on se connecte beaucoup aux services américains. C'est ça que ça veut dire ? Oui, c'est ça. En fait, c'est tout simple, c'est que les usages Internet, vous allez chercher des contenus. Ces contenus sont hébergés souvent en Amérique du Nord. Et puis vous avez aussi un autre phénomène qui est que quand vous allez regarder un film de Netflix, quand vous allez regarder un contenu Google, vous passez pas systématiquement vous n'allez pas systématiquement vers des contenus hébergés en Amérique du Nord, mais ces grands géants de l'Internet, ils ont eux-mêmes des serveurs qui sont répartis partout dans le monde, et ces serveurs, ils doivent être toujours parfaitement à jour. Donc il y a des échanges gigantesques entre eux, et quand vous ajoutez ces deux phénomènes, vos propres besoins et la besoin des grands acteurs du numérique, vous avez des trafics considérables. Et considérables et en croissance, j'imagine. Alors, l'Internet mondial croît de 35% par an. Alors, c'est énorme, c'est considérable. Énorme, ouais. Alors, c'était particulièrement vrai en 2020, mais c'est pratiquement ça tous les ans. Les usages de la vidéo, pour prendre un petit zoom, pour faire un petit zoom sur ce cas particulier, les usages de la vidéo, l'année dernière, Delphine, en Europe, 2020, par rapport à 2019, c'était une croissance de 140%. 140%. Oui, on est allé regarder des films Netflix, Disney a été lancé, et puis on a tous fait un grand usage de la vidéo, et donc ça amène à cette croissance considérable. Et pour l'instant, les câbles qui existent aujourd'hui sont dimensionnés pour cette croissance du trafic ? Alors c'est tout notre sujet. Notre sujet, c'est bien d'augmenter, d'aller chercher de la capacité. L'enjeu d'un opérateur comme Orange, c'est au fond de disposer de la capacité, parce que ça fait partie de notre autonomie stratégique que d'être capable d'avoir cette capacité. Et non seulement on a besoin d'en disposer, on a besoin d'avoir de la capacité sur les câbles sous-marins. On a besoin aussi qu'ils arrivent sur votre sol, parce que c'est quand même plus facile de vous connecter quand le câble arrive en France que quand vous allez le chercher au Portugal ou en Angleterre, par exemple. Donc on a besoin de ça. Et puis on a besoin effectivement d'anticiper. Pour vous donner là aussi un chiffre, juste un petit chiffre, en 2020, au moment de la crise Covid, on a été amené à doubler notre capacité transatlantique en quelques jours. Alors, on va donner la parole à Félix Blanc d'Internet sans frontières et de Danaïd.org. Je voulais déjà avoir une idée globale de ce qui est ressorti, vous, de votre projet de recherche sur cette gouvernance des câbles sous-marins de l'Internet. Est-ce qu'il y a déjà une gouvernance, une régulation qui existe aujourd'hui et de quel ordre est-elle ? Oui, il y a déjà en fait un cadre juridique international qui date de la fin du 19e siècle pour la protection des câbles, qui était à l'époque le télégraphe, et qui a été doublé d'une convention sur le droit de la mer de 1882, qui permet de couvrir un certain nombre de cas de rupture involontaire ou volontaire de câbles. Mais pour ce qui est en réalité du grand large, de là où sont posés les câbles au fond des océans, il y a un certain flou juridique aujourd'hui qui rend possible d'une certaine façon un certain nombre d'usages des câbles sous-marins, comme la surveillance de masse qui avait été révélée en 2013 par Edward Snowden, et qui pose un certain nombre de problèmes pour la gouvernance de ces câbles. Par ailleurs, une deuxième conclusion, c'est qu'il y a c'est un secteur qui a été historiquement,
conduits par des acteurs privés. Et on assiste depuis maintenant une dizaine d'années à la montée en puissance des GAFAM qui investissent dans ces câbles sous-marins et qui le font parfois au détriment d'un principe fondateur pour la communication internationale, qui est le principe de la neutralité du net, c'est-à-dire un principe que le trafic ne doit pas être, disons, modulé en fonction des usages et en fonction des entreprises qui l'utilisent. Et c'est aujourd'hui un des problèmes clés, savoir comment on peut préserver la neutralité du net sur ces infrastructures mondiales. Alors on va en parler effectivement de ces GAFAM qui arrivent sur le câble sous-marin, parce qu'en fait c'est assez étonnant comme annonce. Donc vous, Orange, vous investissez dans 2 nouveaux, donc ce sont des méga câbles sous-marins transatlantiques. Il y en a un qui s'appelle Dunan, Oui. et qui n'est pas mené en partenariat avec, mais qui est véritablement mené par Google, et l'autre qui s'appelle Amitié, et là qui se fait avec Facebook. Oui. Que viennent-ils faire dans cette activité qui est une activité d'opérateur, les tuyaux? Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. En fait, les câbles sous-marins, ils ne meurent pas d'obsolescence technique, ce qui marche très bien, ils meurent d'obsolescence commerciale. Alors un petit mot pour expliquer ça. Comme ça a été dit, effectivement, historiquement, les câbles sous-marins étaient faits par les opérateurs télécoms et étaient faits en consortium. Et aujourd'hui arrive effectivement la génération des câbles venant des GAFAM. Alors pourquoi ça? Les GAFAM ayant des besoins considérables, Delphine, en fait, ils aiment bien être autonomes. Ils ont commencé par vouloir être autonomes sur leur data center, ce qui a amené à tout leur positionnement sur le cloud. Et avec leurs besoins gigantesques de transmission intercontinentale, eh ben, ils ont décidé de s'équiper en câbles sous-marins. Et ils vont très vite. Ils vont très vite. Et c'est pas parce que on n'avait pas suffisamment de capacité à leur offrir, non, ou parce que les conditions commerciales étaient trop élevées pour eux? Oui, alors ce qu'il faut bien avoir en tête, si vous voulez, c'est qu'effectivement, ça part d'un constat qu'ils souhaitaient effectivement être autonomes. Et pour vous donner quelques chiffres, il y a encore 4 ans, ils passaient complètement par des câbles télécoms. Aujourd'hui, ils sont à 80% d'utilisation en autonomie, quoi, hein. Et donc, ils installent des câbles. Alors, installant des câbles, en fait, ça apporte des capacités considérables et avec des économies d'échelle qui sont plus celles qu'on constatait. L'exemple de décommissionnement d'un câble qui est la TAT14, qui est un câble transatlantique qui a juste 20 ans, donc c'est pas vieux pour un câble, on est en train de le décommissionner. Pourquoi? Parce que... Expliquez-nous pourquoi eux ont trouvé un business model intéressant et pas les câbles existants. Eh bien, évolution technologique. Évolution des coûts. La TAT14, c'était à peu près 8 terabits, 4 paires de fibres, 8 terabits. Aujourd'hui, sur les Dunan Amitié, on est sur des 12, 16 paires de fibres, et chaque paire de fibres amène 30 terabits. Donc, vous arrivez à peu près à des 300, 400, 500 terabits sur le câble. Et là, pour pouvoir être capable d'offrir la même chose, il faut avoir les moyens des GAFAM, quoi. Et il faut avoir les moyens des GAFAM. Qu'on n'a plus forcément. Alors, les câbles coûtent moins cher, mais enfin, un projet comme Dunan, c'est 300 millions de dollars, donc c'est considérable. Et donc, petit à petit, effectivement, le monde des câbles sous-marins, en particulier entre les États-Unis et la France ou l'Europe, et c'est vrai aussi pour l'Afrique, ce monde, il bascule effectivement vers les câbles des GAFAM. Et Orange, on en parlera peut-être après, Orange a décidé d'en tirer parti, même si on peut regretter finalement qu'on passe d'une génération où ce sont les opérateurs télécoms qui maîtrisaient ça, à une génération où ce sont les GAFAM qui le font. Mais voilà, les choses se font comme ça. On va effectivement avancer là-dessus sur comment on peut quand même essayer de tirer notre épingle du jeu sur cette situation qui est en train de basculer dans cette guerre des câbles sous-marins. Félix Blanc, vous évoquiez cette difficulté ou opacité, difficulté à voir ce qu'il se passe finalement dans ces câbles. Quelles sont les surveillances qui peuvent s'y faire? On a le cas en mai dernier de cette affaire avec le Danemark, qui a été révélé par des médias danois d'ailleurs, sur l'espionnage de dirigeants européens qui donc aurait été réalisé par des services secrets américains à travers ces câbles sous-marins. Parce qu'en fait, transite à la fois l'Internet, des communications vocales. Oui, et surtout des informations stratégiques pour les États, notamment en matière commerciale. Il faut savoir qu'à partir de 2008, la France a lancé un programme de surveillance des câbles sous-marins et que la NSA l'a appris parce que la DGSE avait envoyé une série d'emails entre le gouvernement marocain et les États-Unis concernant l'achat d'avions de chasse par le Maroc auprès des États-Unis. Ce sont deux types d'informations qui avaient été collectées et qui ont
les services français l'ont envoyé aux services américains, simplement pour leur dire on joue dans la même cour. Et vous avez eu ce même type de pratique avec la Chine plus récemment. Donc il y a ce jeu entre puissances de pouvoir dire voilà, nous sommes en capacité d'influencer des marchés, notamment dans les secteurs stratégiques, et c'est par les câbles sous-marins que passent ces informations. Ce n'est pas nouveau. Pendant la Première Guerre mondiale, vous aviez eu, à la fin de la guerre, le gouvernement britannique qui avait été en mesure de neutraliser une alliance entre l'Allemagne et le Mexique contre les États-Unis, grâce au seul câble qui restait en activité entre l'Allemagne et le reste du monde. Donc c'est quelque chose qui est connu depuis l'histoire du télégraphe, mais qui aujourd'hui a pris une importance majeure, puisque quasiment toutes les télécommunications passent par Internet et par ces câbles sous-marins. Donc ça leur donne... Félix Blanc, ça se voit quand même, non? Quand on tire une bretelle sur un câble sous-marin, c'est pas si discret que ça. Si, ça peut être très discret, d'autant plus que, et c'est ce qui avait été dénoncé par Edward Snowden, il y a une collusion parfois entre des opérateurs et des services secrets, ce qui pose une difficulté à identifier. Et c'est les choses qu'on a pu dénoncer avec Internet sans frontières dans le temps. Par contre, oui, là où c'est discret, c'est aussi que, et là où ça pose une vraie question, c'est que Internet a été inventé justement pour éviter la surveillance. C'est-à-dire quand on envoie un message, le message, il est, si vous voulez, envoyé dans plusieurs tuyaux à la fois. C'est fait exprès pour éviter la surveillance. Et ça prouve aussi que cette course en avant vers la surveillance peut se heurter, si vous voulez, aux avancées technologiques en matière de chiffrement, en matière des messages eux-mêmes. Et c'est une des courses qui se mènent entre les départements militaires, par exemple, et d'autres départements gouvernementaux. Course technologique primordiale. Juste pour revenir, comment nous, on peut garder un peu la main encore sur ces échanges, ce grand trafic de l'Internet. Xavier Niel de Free, votre confrère, on va dire, disait l'été dernier, de toute façon, les GAFAM ne peuvent pas faire sans nous. Nous, en gros, c'est les tuyaux. Est-ce que c'est encore vrai ? Oui, bien sûr. Alors nous, ce qu'on a décidé de faire chez Orange, si vous voulez, c'est finalement tirer parti de cette situation dans une démarche très pragmatique, en se disant, puisque les GAFAM construisent ces câbles et prennent d'une certaine manière l'hégémonie sur les câbles sous-marins, nous avons des partenariats. Et comme ils ont des capacités surnuméraires, Orange a décidé de nouer un partenariat avec Google sur Dounan, Facebook sur Amitié, pour récupérer une paire de fibres qui nous permet à la fois de bénéficier des besoins dont on a pour nos clients, mais également de vendre aux autres opérateurs. Et l'avantage non négligeable de ça, c'est que ça nous permet aussi, dans la discussion, de faire atterrir les câbles en France, et donc d'avoir un accès facilité à cette capacité énorme. Et ça permet de garder la main, le fait qu'il y ait un atterrissage, si je puis employer ce terme d'atterrissage, je ne sais pas si on dit comme ça pour un câble sous-marin. C'est ça. Sur le sol français. Oui, et puis alors, en fait, ce qu'on fait, c'est que notre partenariat est un partenariat dans lequel les GAFAM nous offrent nous offrent effectivement une paire de fibres. Et en contrepartie, on leur fournit l'atterrissement, la station d'atterrissement et ce qu'on appelle le backhaul, qui est la partie terrestre. Et donc, finalement, on crée une forme de dépendance qui rééquilibre le rapport de force et qui nous permet d'avoir notre autonomie stratégique et d'écouler à la fois les communications de nos clients et de vendre aux autres opérateurs. Mais on peut aussi se dire, comme le dénonce la nouvelle génération tech française, on devient des prestataires de services finalement pour les géants américains. On devient des prestataires de services, oui, bien sûr, mais ça nous permet aussi, d'une certaine façon, de monétiser aussi nos propres services. Oui. Vous voyez, de ne pas être dans la dépendance totale, mais de monétiser nos propres services. Et puis être également en situation, Félix parlait du risque potentiel, j'y reviendrai peut-être d'une seconde, mais ça permet aussi de faire en sorte que ce qui se passe sur le sol français et donc soit régulé par le droit français. Très bien. Alors, je voulais aussi aborder la question de la cybersécurité et de l'éventuelle vulnérabilité de ces infrastructures. Félix Blanc, qu'en est-il de la robustesse ou de la vulnérabilité de ces câbles sous-marins ? Alors oui, il y a eu en 2017 une étude du think tank britannique Policy Exchange conduite par un ancien amiral américain sur la vulnérabilité des câbles. Ça fait date, disons, dans l'histoire récente. Et on a peut-être un petit peu exagéré leur vulnérabilité dans le sens où, en tout cas, en fonction des pays dans lesquels on se trouve, il peut y avoir une capacité du pays, si vous voulez, en cas de rupture d'un câble, à rerouter le trafic vers d'autres câbles. Et aujourd'hui, la menace globale sur les câbles, elle existe,
mais vu le nombre de câbles grandissant, il y a tout de même, je dirais, une certaine résilience de la plupart des pays. Alors bien sûr, si vous êtes sur une petite île comme l'île de Tonga, qui s'était vu son câble coupé, ou si vous êtes dans un pays qui ne dépend que d'un seul câble, ça avait été le cas en Myanmar en 2007, vous pouvez avoir des coupures d'Internet qui sont soit le fait des gouvernements, soit le fait de tremblements de terre ou de pêcheurs. Mais dans la plupart des cas, les pays sont quand même protégés. Après, il existe aujourd'hui, disons sur le grand échiquier mondial, une bataille entre la Chine et les États-Unis pour le contrôle des câbles. Et j'aimerais revenir notamment sur un câble sous-marin qui est le câble PIS, qui est un câble qui arrivera à Marseille bientôt, très bientôt, et qui relie le Pakistan à l'Europe, enfin l'Asie à l'Europe, le plus court chemin. Et il y a eu, pour vous montrer la tension qu'il y a aujourd'hui, il y a eu des pressions de la part du gouvernement américain sur le gouvernement français pour faire en sorte que ce câble ne soit pas utilisé pleinement par les opérateurs français ou européens pour des raisons géostratégiques, pour des raisons de ne pas confier en fait les données à la Chine. C'est pour vous dire que, pour revenir sur cette bataille, c'est vraiment le contrôle des données qui est aujourd'hui crucial. Et je le mettrai, c'est un enjeu plus important selon moi que la protection physique des câbles, même si elle existe. Et juste pour terminer, on sait très bien qu'en cas de conflit ouvert entre grands États, les câbles sous-marins sont directement ciblés, comme ça avait été le cas pendant la Première Guerre mondiale, par exemple. Mais voilà, dans un temps normal, aucun État ne serait prêt à aller jusque-là. Jérôme Barré, sur justement cette régulation des câbles. Aujourd'hui, les câbles qui viennent d'Asie et qui arrivent à Marseille, par exemple, ou ce câble Google qui va arriver sur la Loire-Atlantique, c'est ça, sur la côte vers Nantes. On a la main dessus aujourd'hui sur ce qui s'y passe, c'est nous qui décidons ? Oui, alors attendez, d'abord, moi ce que je voudrais dire, c'est que quand on parle de câbles sous-marins, on a deux risques qui sont la coupure. Oui. Le sabotage, moi, j'y crois pas, mais la coupure, ça arrive. Par souvent. un État autoritaire, par exemple ? Non, vous savez, des coupures de câbles par des États, je n'en connais pas. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, je n'en connais pas, quoi. Donc, d'abord parce que tous les États dépendent d'eux-mêmes. Il y a une certaine forme d'interdépendance. Donc, mais des coupures de câbles, ça arrive tous les jours. Mais là, on a une résilience, j'imagine. Alors voilà, ouais. donc ce que disait Félix, c'est qu'en fait, des coupures de câbles, ça arrive parce qu'on a des mouvements sismiques, on a des encres, voilà, et ça arrive tous les jours, donc on fait de la redondance. Alors en général, on fait de la double, on a voire plus de 30 secondes, donc on va aller vite. Hein. Double, triple redondance. Ouais. Une île comme la Réunion, par exemple, c'est de la triple redondance, quoi. Et puis après, sur la partie régulation, juste très rapidement. Sur la partie régulation. Est-ce qu'on a la main aujourd'hui sur ce qui arrive en France ? Oui, d'abord, alors moi je voudrais juste un tout petit peu moduler les propos de Félix. Ce qu'il faut bien avoir en tête quand même, c'est que pour pouvoir... risque d'espionnage. Alors parlons du risque d'espionnage. Pour pouvoir récupérer de l'information sur un câble sous-marin, quand même, il faut savoir qu'il faut extraire 30, je parlais des 30 terabits, vous voyez, extraire 30 terabits et les trier, les analyser. Donc c'est quelque chose quand même qui ne se fait pas simplement. Donc c'est pas très discret. Non. Très bien. Merci beaucoup. Je vous réinviterai parce qu'on va suivre cette progression des câbles sous-marins et asiatiques et transatlantiques. Merci beaucoup à Félix Blanc d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous travaillez pour l'ONG Internet sans frontières et la plateforme danaïd.org. Et Jérôme Barré, merci beaucoup pour vos explications d'experts. Vous êtes PDG de la division d'Orange, dédiée à la vente en gros et aux réseaux internationaux. Juste après la pause, on se retrouve pour le biomimétisme.